On va faire un petit rappel thermodynamique. Donc, on se rappelle de la concept de fugacité. Un concept que pas tout le monde aime, parfois même on ne comprend pas, mais ça nous aide un peu à définir c'est quoi l'équilibre. Donc, dans le cas du mélange liquide-vapeur en équilibre, on se rappelle que la fugacité partielle de composant I dans la phase liquide, ça va être égal à la fugacité partielle de le même composant dans la phase gaz ou vapeur. De toute façon, on va utiliser ça de façon soit l'une, soit l'autre, vapeur, gaz. C'est pas vraiment important. Donc ça, c'est fugacité partielle avec le petit trait d'union en haut de la fugacité. Donc on se rappelle que la fugacité, dans le cas de l'équilibre, c'est-à-dire on a un mélange en équilibre, un mélange qui a plusieurs composants, qui sont ici, ça c'est notre mélange. Donc on a deux composants, les composants bleus et les composants rouges, qui sont en équilibre dynamique liquide-vapeur. Donc, la condition d'équilibre qui nous dit la thermodynamique, c'est que pour que ce mélange liquide-vapeur soit en équilibre, la fugacité de chaque composant partiel en état liquide, c'est-à-dire les composants qui sont dans cet état-là, est égale à la fugacité partielle qu'ils vont avoir dans la vapeur. La fugacité, c'est une espèce de variable qui va mesurer la déviation d'un gaz par rapport à le gaz parfait. Et c'est plus facile de comprendre une chose en fonction de ce qui est idéal, dans le cas d'un gaz parfait, et après ça on dit, bon, dans quelle mesure l'état réel vont se dévier de cet état-là. Donc on prend comme gaz parfait comme état de référence, donc on calcule toutes les propriétés, dans ce cas la fugacité, en fonction de cet état de référence-là. Donc, juste pour nous rappeler de ça rapidement, ce n'est pas des notions qu'on va réapprendre ici, qu'on va expliquer ici, on est supposé de les connaître, mais juste pour voir de quelle manière on arrive à comprendre l'équilibre liquide-vapeur, dans notre cas, en fonction de la fugacité. Comment se calcule cette fugacité-là? Mais il faut se rappeler que la partie liquide, ça va être égal à la fugacité partielle en état liquide, est égale à les coefficients d'activité multipliés par la fraction molaire dans l'état liquide. Vous vous rappelez que dans les cours passés, on avait dit que Y, on va le prendre pour la fraction molaire dans l'état vapeur, et X, on va le prendre pour la fraction molaire de chaque composant dans la phase liquide. Je reviens là-dessus. Donc la fugacité partielle en état liquide est égale, par définition, à le coefficient d'activité fois la fraction molaire dans l'état liquide fois la fugacité pure dans l'état de saturation. De l'autre côté de l'égalité, dans l'état gaz, on a que la fugacité partielle de I dans l'état vapeur ou dans l'état gaz, c'est égal à la fraction molaire dans cet état-là, fois les coefficients de fugacité, fois la pression totale. Le calcul de tous ces facteurs-là vont devenir plus ou moins complexes en dépendant des conditions dans lesquelles on était. Mais dans des conditions très, très spécifiques, qu'on va utiliser ici, on peut dire que le coefficient de fugacité est égal à 1. Ça, c'est dans le cas de quand la solution ou quand le mélange est concentré par rapport à I. C'est-à-dire le composant I est celui qui est en majorité, disons 80-90%. Donc là, on peut dire que ce coefficient est égal à 1. On peut aussi dire que ce coefficient est égal à 1 quand le mélange, c'est un mélange idéal. Donc le mélange est idéal quand les composants qui forment ce mélange-là, je parle de mélange liquide, les interactions moléculaires entre les deux molécules, disons qu'ici on a, ça on va l'appeler A, et le bleu on l'appelle B. Donc on sait que dans l'état liquide, les molécules vont avoir des interactions moléculaires unes avec les autres.
Donc, généralement, si les interactions moléculaires entre A et B sont égales à les interactions moléculaires AA et les interactions moléculaires BB, donc on dit que c'est un mélange idéal. Parce que les comportements de mélange, c'est-à-dire par exemple la volatilité, etc., et plein de propriétés sont similaires. Ça c'est le cas, par exemple, quand on mélange de benzène avec des toluènes. Ce mélange-là, on peut la considérer un mélange idéal. Donc, dans un mélange idéal, on peut dire que cette considération est valide. Dans ces mêmes conditions-là, la fugacité en état pur, on peut dire que c'est la pression vapeur dans l'état pur. Donc ici, on peut dire, dans le cas de gaz, on a aussi quelques considérations à faire. On peut, cette coefficient de fugacité, on peut le calculer de façon très rigoureuse, mais dans certains cas, on peut dire qu'il est égal à 1 aussi. Alors, si tout ça est égal à 1, on va voir cette approximation égale à que si on a ça, ça veut dire que YI sur XI est égal à la pression de vapeur divisé par la pression. Ce rapport-là s'appelle comment? KI. Dans le cas de l'équilibre liquide-vapeur, ce facteur K, on l'appelle la volatilité relative. Et ça, c'est le facteur qui nous intéresse quand on va séparer un mélange grâce à une séparation liquide-vapeur. Donc, le facteur qui nous intéresse, c'est le facteur de séparation, mettons entre les deux mélanges, parce que dans ce cas, on va voir le KA et on va voir le KV, n'est-ce pas? C'est-à-dire le rapport YAXA et VXB et le rapport entre les deux volatilités, c'est ça qui va nous donner le facteur de séparation. Alors, on espère, si on va séparer A et V par une séparation liquide-vapeur, on espère que ces valeurs sont égales à c'est plus grand que A. Ça va nous assurer que dans nos séparations-là, donc si j'écris ça comme ça, c'est A. C'est A le plus volatile. Parce que ça veut dire que la plupart de A est dans l'état gaz, la plupart de B est dans l'état liquide. Parce que quand je fais ce rapport-là, la volatilité relative de A est plus grande que la volatilité relative de B. Donc ça fait en sorte que cette valeur-là est égale à 1. C'est le facteur qu'il faut regarder dans les conditions de système, ça veut dire les conditions de température-pression, qui va favoriser la séparation. Si ce facteur est plus petit que 1, donc on va voir l'effet contraire. En fait, ça va être B qui va être le plus volatile que A, donc on va réussir quand même à la séparation. Mais ce qu'on cherche, c'est un facteur de séparation qui soit plus grand ou plus petit que 1, peu importe. De toute façon, ça va dire qui va être plus riche dans la phase gaz, qui va être plus riche dans la phase liquide. Mais la séparation va pouvoir se faire. Le concept de mélange idéal, ça va juste nous aider à comment calculer la volatilité relative. Si c'est un mélange pas idéal, dans ce cas-là, la volatilité relative, mais il faut la calculer de façon rigoureuse, donc il faut calculer les coefficients d'activité, il faut calculer tout ça, mais comme ce n'est pas un cours de thermodynamique, donc on ne va pas se casser la tête avec ça. Ça veut dire si on peut aller vraiment de façon rigoureuse, donc il faut calculer ces facteurs-là, mais on peut commencer juste pour avoir une idée, comment sont les calculs qu'il faut faire pour bien comprendre les choses, mais on va supposer au départ que c'est des mélanges idéaux. Les interactions A, les interactions V sont semblables. Qui sont tous acquis. Donc dans ce cas, la vaporisation ici, la vaporisation dans le mélange, ne va pas dépendre de A et de V, va dépendre de la composition. Donc plus que j'ai de A, plus que l'huile va se vaporiser. Donc ça va pas dépendre des forces intermoléculaires, ça ne va pas dépendre de toutes sortes d'interactions de Van der Waals, etc. Ça va juste dépendre de la composition. Donc dans ce cas, on peut dire que la pression partielle d'équilibre est égale à la fraction molaire dans la phase liquide fois la pression de vapeur. C'est ça qu'on appelle la loi de qui?
écrit la loi de Raoult. Donc ça va faciliter juste les calculs. Parce que dans cette cour-là, je ne veux pas... Ça veut dire si on veut aller plus en profondeur, mais on va juste voir toutes les façons qu'on a pour calculer les coefficients d'activité. Pour cela, je vais mettre des vidéos que j'avais faites dans le cours de thermo. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment calculer chacun, mais ça peut devenir tellement lourd qu'on va perdre l'idée de base, que c'est apprendre comment ça marche les procédés de séparation. Donc ça ne veut pas dire que je peux tout le temps utiliser ça. Je peux utiliser cette approximation-là, cette hypothèse, dans des cas spécifiques, mais dans le cas de cette cour-là, comme première de part, on va prendre cette hypothèse-là. Dans le cas d'un mélange binaire, ça veut dire un mélange qui a juste deux composants, A et B. On peut regarder un peu ça quoi a l'air, et si on veut voir ça de façon graphique. C'est la courbe d'équilibre liquide-vapeur à pression constante. Donc ici, dans cette zone qui est en bas, on a le liquide. Ici, dans la zone en haut, on a le gaz ou la vapeur. Cette ligne d'équilibre en bas, c'est la ligne d'équilibre liquide, ça veut dire on voit la composition du liquide, et la ligne en haut, on a la composition de la vapeur. Donc on a deux composants A et B. Ici en bas, on voit la composition de A. Donc ici on a 0 A, ici on a 100% A. Ça veut dire que TA, c'est la température d'ébullition de A, et TB, c'est la température d'ébullition de B. Donc c'est A le plus volatile, parce que c'est lui qui va ébouillir à une température plus bas. Donc ici on peut voir que les lignes horizontales, cette ligne-là par exemple, ça veut dire qu'à cette température-là, la température T, ici on a la composition de la vapeur, et ici on a la composition du liquide dans un certain point. Ça veut dire à cette température-là, on a une composition Y de A dans la vapeur et X dans le liquide. Alors, une façon de voir ça est très simple, c'est faire une projection sur un diagramme YX. Ça veut dire composition de vapeur versus composition du liquide. Donc, on trace la ligne, cette ligne-là, c'est la ligne Y égale à X, qui va nous servir de référence. Et si on part, par exemple, de cette première étape, on va appeler ça, disons que c'est l'étape 1, comme ça on va dire que ça c'est Y1, X1 pour A. Okay? On s'entend tout le monde qu'on parle de A. D'accord? Donc dans cette première étape, si on descend avec la composition de la vapeur, donc on arrive jusqu'à la courbe
y égale à x, et on se projette dans le sens de y pour trouver y, et on descend avec x ici. Donc l'intersection des deux, ça va me donner le point d'équilibre. Donc cette ligne, cette première étape, qui ici c'est une ligne horizontale, ici c'est un point. Donc de la même façon, pour n'importe quelle étape, on peut trouver tous les points d'équilibre et on peut tracer la courbe d'équilibre dans le diagramme YX. Donc ça nous donne que dans le cas d'un système dans une étape, on va voir F, A, Z, V, parce qu'on a juste deux composants, qui va rentrer en température T0. Ici sort une température TP. Donc pour cette première étape, ça peut être L, L ou L, peu importe. Ici, on voit que le liquide a la composition X, A, X, B. La vapeur a la composition Y, A, Y, B. Donc, en fonction de la température, parce que ce diagramme se fait à pression constante, on s'entend que si on a une autre pression, on a un autre diagramme qui est différent, ça va changer. Ça veut dire que cette courbe-là va monter ou va descendre en fonction de la pression. Mais en pression constante, si j'ai cette graphique-là, je vais juste rentrer avec la température et je peux trouver la composition de deux courants pour A. Évidemment, si j'ai la composition de A, je peux trouver la composition de B. Donc ça devient des calculs très simples. Dans le cas des mélanges binaires, graphiquement, ça devient plus parlant. Dans le cas de systèmes binaires, mais ça devient de façon graphique très très parlant. Dans le cas des vapeurs, si le composant I est une vapeur, j'ai oublié de dire ça, dans le cas, on a parlé de l'exemple précédent, dans le cas des vapeurs, on a que KI, de façon idéale, on la calcule comme la pression des vapeurs divisée par la pression totale. Si le composant c'est une vapeur, si le composant I, par contre, est une gaz, je vais écrire ici gaz super critique, une gaz qui a une température plus grande que sa température critique. Ça veut dire que dans cette gaz-là, il ne va pas se condenser, il va se solubiliser dans la phase liquide. Donc on ne parle pas de la pression de vapeur, loi de Raoult, on parle plutôt de la loi de Henry. Donc dans ce cas, la constance d'équilibre, dans le cas idéal, est égale à la constante de Henry divisée par la pression.